c'est RMC Story dans les grandes gueules aujourd'hui. Fatima Ibounoua, prof de français, Jacques Maillot, chef d'entreprise, fondateur du Voyagiste Nouvelle Frontière, nouveau venu dans la bande des GG, Daniel Riolo de l'After Foot RMC qui rejoint l'équipe. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du monde de Macron. RMC les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Je ne vais pas vous reparler du grand débat, comment il est né. Il est né de la crise des Gilets jaunes. Le président de la République a voulu des rencontres avec les Français, avec les élus locaux. Aujourd'hui, il sera en Bretagne. Demain, il sera en Corse. D'ailleurs, assez tendu, la rencontre avec les Corses. On en parlera demain dans les GG. Le grand débat, il est aussi apporté aux députés à l'Assemblée nationale. Hier, il n'y avait pas grand monde dans les travées de l'hémicycle. Pour ceux qui sont sur RMC Story, vous le voyez, il s'agissait de s'adresser aux ministres, que chaque représentant de groupe puisse prendre la parole, parler d'écologie, de fiscalité. Aujourd'hui, on va parler démocratie, citoyenneté, organisation de l'État et des services publics. Et du coup, hier, quand les journalistes se promenaient dans la salle des 4 colonnes, là, ce qui est l'équivalent de la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale, voilà ce que disaient les députés quand on leur posait la question sur le grand débat. Tout ça est une grande comédie, une tragicomédie. C'est indigne même pour les députés. Cela voudrait dire qu'on ne débat des affaires du pays que quand on nous donne l'autorisation. Mais écoutez, moi, ça fait un certain nombre d'années qu'on débat ici. La question, c'est plus de débattre, c'est de voter. Il va falloir clore ce grand débat, mettre sur la table un certain nombre de propositions. Peut-être que justement, c'est ça la difficulté. Mais s'il n'y avait à la fin pas d'écoute et pas de solution, il ne fallait pas ouvrir ce grand débat. Il serait temps qu'il en sorte quelque chose, parce que ça fait maintenant un moment qu'on débat. Je crois que ça va être difficile pour le président de la République de faire re-rentrer le dentifrice dans le tube, quand même. Vous avez entendu les élus communistes, Nicolas Dupont-Aignan, Daniel Fasquelle de la famille Les Républicains. Mais il faut reconnaître que, moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est il y a une colère des Français. Qui sont les représentants du peuple? Ce sont aussi les élus. Les élus de la nation, les députés, ce sont eux qui votent les lois. Alors je comprends, on est dans le calcul politique, chacun dans son camp, je suis dans l'opposition. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'au contraire, ils ne viennent pas 577 dans l'hémicycle, démonstration de force, monsieur le président, majorité opposition, voilà ce que nous attendons, plutôt que la politique de la chaise vide. Il y a un truc qui récemment m'énervait, me rendait dingue dans le grand débat, c'est je me disais, bon ok, les manifestations, très bien, n'en parlons plus. À partir du moment où le grand débat était lancé, je dis, mais allez y participer. Et d'ailleurs, une grande partie des Français y sont quand même allés, il faut le souligner. Plusieurs millions de contributions. Pourquoi continuer à manifester? C'est comme si vous refusiez le dialogue, vous n'avez pas envie d'y aller. Ça m'énervait un petit peu. Et là, l'Assemblée, vide, au moment justement de ce grand débat, comme tu dis, où tu attends que tous les députés soient présents, que quelque chose se passe. Et là, par rapport à ce que je pensais de ceux qui continuent à manifester, je me dis, mais quel exemple tu leur donnes? Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe d'assemblée, j'allais dire clairsemée, mais même pas clairsemée, on peut dire vide. Et les réactions derrière de ceux qui disent « Oui, ce débat ne sert à rien ». Qu'un mec au bord vraiment de l'explosion, qu'on peut plus dans la rue, machin, soit résigné, dans la désolation et presque plus envie de parler. Je peux presque l'entendre, même si j'ai envie de le pousser, de lui dire « Non mais essaye de voir ce qui va sortir du grand débat. Ne sois pas complètement… » Dis ce que tu as sur le cœur. Voilà. Mais un député qui vient avec cette attitude-là de « Oh, ça sert à rien, je vais même pas venir à l'Assemblée, le mec, il nous oblige à faire… » Non, mais quel exemple tu donnes? J'ai trouvé ça, mais absolument lamentable. On va voir aujourd'hui s'il y a plus de monde, puisque c'est une série de rencontres. Mais à ceux qui disent… En plus, aujourd'hui, c'est démocratie, citoyenneté. À ceux qui disent que le gouvernement est pas bon, que Macron est mal entouré, je peux bien entendre ces critiques, pourquoi pas? Mais alors, la faiblesse de l'opposition, la nullité des opposants, il faut également la souligner quand même. Jacques. Les macronistes n'étaient pas plus présents, là. C'est vrai, tu as raison. Même le président Legendre avait oublié de mobiliser. Non, mais bon, alors on va dire la faiblesse de la classe politique. Absolument. C'est terrible. C'est la démonstration que ce grand débat, moi, là, j'ai tout dit depuis le début, ne sert à rien, c'est que de la feuille. Oui, mais il ne devrait pas servir à rien, Jacques. C'est terrible de dire ça. Quel message tu envoies à ceux qui manifestent si tu leur dis ça sert à rien? Ce quinquennat est en panne depuis l'affaire Benalla. Il ne se passe plus rien. On expédie actuellement dans ce pays des affaires courantes. Oui, mais on ne peut pas être résigné par rapport à ça, Jacques. On a eu pendant déjà 2 ans, avant l'élection présidentielle, on n'arrête pas de débattre. Mais quand est-ce qu'on agit en France? Quand
Quand est-ce qu'on prend des décisions? Bah là, on annonce des décisions très fortes on va pour voir. la fin du mois. Eh ben, tu vas voir. Non, mais il faut espérer que quelque chose de fort sorte Non, mais de ça, alors, donc quand si même. tu dis que le grand débat c'est de la flûte, finalement, les députés ont raison de ne pas y aller, puisque tu dis que c'est du pipeau. Non, mais si tu vas par là, tu vas également dire que ceux qui sont dans la rue et qui cassent ont raison aussi. Donc non, tu peux surtout pas dire ça. Il faut quand même être dans l'espoir que les décisions qui vont sortir de ce grand débat, les annonces, plutôt les annonces, les propositions soient fortes et qu'elles fassent avancer notre pays. Non, enfin, tu peux pas être désespéré et résigné par rapport à ça, parce que sinon avec la rue, excuse-moi, ils ont eu raison, ils ont obtenu la rue beaucoup plus que la CGT en 25 ans. Finalement, ça a provoqué un discours le 10 décembre, 10 milliards, chaque minute, 1 milliard d'euros. Tu as peut-être raison. De l'argent qu'on avait. Tu as peut-être raison, Jacques, mais permets-moi de penser que c'est quand même désolant d'en arriver là. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Fatima Ibounoua. Alors, le problème, c'est qu'il comptait sur le choc des photos, sur la chaise vide, l'image de la chaise vide. Mais ça ne fonctionne pas, puisqu'on a l'habitude de voir l'hémicycle à demi vide. Et notamment au moment où il faut voter des lois très importantes. On le déplorait pour l'école de la confiance, par exemple. Donc ça ne fonctionne pas. Il y a un gros problème dans l'image de l'hémicycle. Il y a un, comment dire, eux nous disent, les députés nous disent toujours qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils sont exténués. Ils sont en commission. Et qu'ils sont en commission. Travaillent beaucoup en commission. Et de l'autre côté, on a l'opinion publique qui va juger uniquement sur l'image, justement. Il y a le projet Arcadie là, qui essayait d'évaluer le travail réel des députés. Déjà, donc cette question est problématique. Et ils utilisent ça, donc je ne comprends pas. Et comme tu disais au départ, pour dénoncer ça, s'ils voulaient dénoncer une mascarade, ils auraient dû faire la politique de la chaise... De la masse. De la masse. C'est-à-dire, nous sommes... De la chaise pleine. De la chaise pleine, parce que ça se serait plus remarqué. L'Assemblée totalement remplie. Et qui interpelle le président de la République. Parce qu'on a l'habitude de voir ce lieu vide. Malheureusement, on a l'habitude de le voir vide. Le président Ferrand, quand même, aurait dû mobiliser. Je ne comprends pas, il est président de l'Assemblée nationale. Au moins tout le camp des macronistes, au moins pour montrer que ce sont les autres qui ne veulent pas parler. Un blâme pour le gendre en particulier, le chef des macronistes. Tiens, puisqu'on parle de mobilisation, la France qui salue la transition démocratique en Algérie, un mois de contestation, alors il faut reconnaître, exemplaire. Un mois de contestation exemplaire, une pression telle à la fois de la rue et du pouvoir et des militaires que du coup Abdelaziz Bouteflika a remis sa lettre de démission au Conseil constitutionnel. On a vu les images hier diffusées par la télévision nationale. C'était intenable. De toute façon, ça ne pouvait se terminer comme ça, Jacques. En tout cas, bravo à la mobilisation des Algériens. Bravo à la mobilisation, mais c'est la première étape. Mais soyons quand même réalistes. C'est le président du Sénat algérien qui assure l'intérim. C'est un homme de Bouteflika. Il faudrait savoir aussi où sont les frères Bouteflika. Donc de ce côté-là, je crois qu'il faut vraiment être très prudent. Chapeau vraiment au peuple algérien, une mobilisation en plus qui est vraiment impeccable, mais c'est la première étape. Là, en effet, ils ont déjà obtenu que Bouteflika soit limogé par les militaires. Puis quand même, j'ai vu un militaire de 80 balais, là quand même, ça serait bien aussi qu'il prenne sa retraite. Quand même, je raconte, il avait l'air en plus fatigué, le militaire. Donc attention, est-ce qu'il va y avoir véritablement une démocratie ou est-ce que finalement ça va être le pouvoir des militaires? À suivre de très près. Je crois que la mobilisation du peuple algérien est loin d'être terminée. Mais bravo au peuple algérien. Ouais, pas un mouvement de violence ni rien. Ah oui, c'est mieux que les gilets jaunes, là, le peuple algérien. Pendant un mois de mobilisation, Daniel Riolo. Tout ce qui s'est passé, certainement une très bonne nouvelle et Jacques a raison de dire qu'il faut voir ce qui va se passer dans cette phase de transition et vers où va aller le pays. Mais c'est plutôt, j'imagine, que le peuple algérien est dans l'espoir. Non, ce qui m'a fait réagir et un petit peu rigoler quand même, c'est la réaction, évidemment, toujours des politiques et de l'opposition en France qui cherchent une transposition des événements. Et j'ai lu... Forcément, c'est venu du parti de la France Insoumise. Je crois que c'est Éric Coquerel qui disait « Bravo au peuple algérien pour cette mobilisation qui a su, grosso modo, en substance, renverser le pouvoir en place. Évidemment, en faisant un lien, si nous allons tous dans la rue, nous allons... » Oui, enfin, c'est cette façon que les Insoumis ont de nous faire croire qu'on vit en dictature en France. Et c'est le parallèle qu'il a envie de faire entre l'Algérie, qui vivait sous quelque chose qui ressemble fortement à une dictature par rapport à la France. Enfin, là, on parlait d'indécence tout à l'heure, ça a été le premier thème de l'émission. Mais là, les Insoumis, c'est même pas qu'ils sont dans l'indécence, mais ils explosent chaque jour l'indécence. La France vit en dictature, il faudrait que tout le monde soit dans la rue pour renverser le dictateur Macron. Enfin, moi, ça me désole. Je parlais tout à l'heure d'une opposition désolante. Voilà. Elle en est l'incarnation, la France Insoumise. L'incarnation, ces propos de Fatima Coquerel. Ibounoua.
C'était une mobilisation historique. Donc, exactement comme ce que disait Jacques, déjà par les images, on a eu ces images de calme et de vrai calme qui est dans la durée. Toutes les générations, on avait aussi bien des très jeunes que des personnes très âgées qui étaient là. Des slogans drôles aussi. On a eu ces slogans qui ont circulé partout sur le net. Et puis ces images de manifestants qui ramassent les ordures après leur passage, qui ne laissent rien traîner, qui laissent la rue propre. Et ça aussi, moi je l'avais souligné pendant les matchs de foot quand c'était, il y avait plusieurs pays, on avait parlé, il y avait le Sénégal, les Japonais aussi, oui. qui ramassaient après leur passage. Moi je trouvais ça vraiment fabuleux et je trouve que c'est moderne et que c'est l'avenir et que c'est beau. Mais là dans une manifestation, c'est la première fois que je vois ça. Donc pour tout ça, j'ai suivi cette mobilisation avec intérêt. Maintenant, il faut que la suite soit à la hauteur de cette mobilisation. Parce que si la suite, c'est simplement, on a enlevé l'homme, on a enlevé un homme et on pense que ça a tout changé, non, bien entendu. Et je pense que les Algériens ne seront pas dupes. Il suffit de lire les éditorialistes algériens. Il y a énormément de papiers qui viennent d'Algérie et analyser la société algérienne par les Algériens, et là on aura un regard plus juste qu'un regard français sur l'Algérie. La moitié de la population est très jeune en Algérie, justement, oui. et elle ne veut pas se faire confisquer sa révolution, comme ça a pu, sa révolution tranquille en fait, parce que c'est historique ce qui se passe. Voilà, moi, on ne mesure pas, nous, en France, mais... C'est tellement unique, c'est un moment historique. Je ne veux pas croire que la nature de ces manifestations répétées qui ont abouti à ce qu'on vit aujourd'hui ne donne pas quelque chose de positif. Alors, je ne suis pas en train de parler de l'île aux enfants, mais on va voir. que ça... Non, Jacques. Je vois dubitatif. Rappelle-toi en Tunisie, quand même. Oui, justement. Et en Égypte. Alors en Égypte, c'est pire qu'avant. La nature des manifestations en Algérie me semble un petit peu différente. Je veux croire que quelque chose de positif sort de tout ça. Après, peut-être que je me trompe et que je suis dans l'illusion, mais bon. Puisque tu me parles de l'Algérie, c'est en marge d'une manifestation des Algériens de France à Paris, place de la République, que s'est passée cette agression. Vous avez sûrement vu les images sur les réseaux sociaux et dans les infos. Cette agression de Julia, c'est un transgenre homme-femme, personne transgenre, qui voulait descendre prendre le métro à République. Lorsque des individus sont précipités sur elle, lui ont bloqué la route, on commence à l'insulter, on entend lui dire « toi tu es un homme et tu penses qu'il faut s'habiller comme ça, tu passeras pas, tu as des seins, est-ce que je peux toucher ?» S'en est suivi une prise à partie plutôt violente avec des coups de poing qui lui ont été assénés jusqu'à ce que des agents de sécurité de la RATP réussissent à monter, comme on dit aujourd'hui, à l'exfiltrer, voilà. Pour ceux qui sont devant RMC Story, vous voyez les images, et à la faire redescendre dans le métro, et les propos ensuite tenus à son égard, à son encontre dans le métro, ont été plutôt maladroits. Fatima Idbounoua. Moi, je trouve les images insupportables. Quand il la touche, vraiment les agressions comme ça, il la touche, est-ce qu'on peut toucher tes seins? C'est horrible. Effectivement, on a envie de la défendre. Il y a quelques personnes qui défendent, mais la majorité des gens, en plus... ne la défendent pas. Beaucoup. Mais ça regarde beaucoup. Il y a une jeune fille qui défend, il y a un autre homme qui retient. Heureusement qu'ils sont là. Ça redonne je te passe les insultes à caractère sexuel et autres. C'est très grave. Mais voilà ce que disait Julia, interrogée par BFM TV. Écoutez sa prise de parole ce matin. J'ai voulu descendre donc pour aller prendre le métro et là je me suis retrouvé donc face à 3 individus en fait. Un des 3 me regarde et me dit t'es un homme toi, t'iras nulle part, tu passeras pas. En fait t'as des seins, je peux toucher, et il m'a mis la main sur la poitrine en fait. Le 3e individu, il a sorti son sexe devant moi et l'a secoué en me disant que j'allais devoir lui faire plaisir. Il y avait d'autres hommes au-dessus qui rigolaient et qui se sont mis à me à me verser de la bière en fait dessus. Voilà, tout ce qui est regard, moquerie, tout ça, allez-y, rigolez, ça ne m'atteint pas, en fait. J'ai appris à le gérer, mais lorsqu'on en vient à une agression de ce genre, c'est plus compliqué. Ce que j'attends, c'est pas forcément que ces personnes soient punies, c'est que les choses avancent, que les mentalités évoluent. On est différents, mais on a juste envie d'être nous-mêmes. Cet acte de sauvagerie ne m'empêchera pas d'être la personne que je suis. Je vais devenir une très belle femme et ces personnes-là ne m'en empêcheront pas. C'est le refus de Daniel Riolo. Je suis régulièrement effaré par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais là, en l'occurrence, si ça peut permettre d'identifier et de choper le mec qui donne les coups, parce qu'on en voit principalement un, je pense pas que l'identification soit très compliquée à effectuer. En plus, si on peut le choper et qu'il ait une sanction à la hauteur de ce qu'il fait, déjà, première étape,
Est-ce que ça aurait qui pu se sera passer assez n'importe où, satisfaisant. avec n'importe qui? Parce que Julia dit ça n'a rien Ça, à voir après- avec la religion, ça n'a rien à voir Ouais. avec une communauté. Est-ce que ça aurait pu se passer n'importe où, n'importe quand? Alors, je vais inverser la question. Est-ce que si cette personne avait déboulé lors de la manifestation il y a 2 semaines, la manifestation pour le climat, est-ce que ça serait arrivé de la même façon? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des Est-ce qu'à la sortie d'un il y a match des de foot, ça cadres aurait pu se produire? culturellement homophobes. Je pense que s'il s'était retrouvé en queue de peloton à la manif pour tous et qu'il était tombé sur 4 mecs d'extrême droite, je pense qu'il aurait pris cher aussi. À la sortie d'un stade où 3-4 mecs alcoolisés, un peu hooligans, ça lui serait arrivé aussi. S'il était en bas d'une cité... Est-ce que le fait d'être élevé dans des religions catholiques ou religions musulmanes où l'homosexualité est un tabou ou un rejet, est-ce que ça joue aussi? Présenté en bas d'une cité, je pense qu'il aurait pris cher aussi. Oui, il y a des endroits où aujourd'hui l'homophobie est bien plus prononcée. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et des cadres religieux radicaux qui effectivement voient ce genre de personnes comme le diable. Il ne faut pas avoir peur de dire ça non plus. Alors, je pense que ça nous rassurerait de se dire que ça se passe que seulement à certains endroits. Malheureusement, non, ça se passe... plus à certains endroits qu'à d'autres, quand même. Même l'effet de groupe, hein. Même l'effet de groupe aussi. Ça ajoute. Voilà, qui va rajouter. Ce qu'il faut rappeler, c'est que pour une Julia qui est filmée comme ça, il y a beaucoup d'agressions. Recrudescence d'agressions. 56% d'augmentation. Non, c'est énorme. Ou transphobes dans l'ombre. Et il y a des morts aussi. Il y a une association, il y a l'ONG Transgender Europe qui recense les morts. En 2017, il y a eu 300 personnes transgenres tuées dans le monde, hein, pas en France. En France, on en parle, mais souvent quand c'est... on en a parlé pour une personne une personne qui s'appelle Vanessa Campos, c'est ça, Campos, qui a 36 ans, qui a été tuée au Bois de Boulogne. Donc souvent on associe ça uniquement à la prostitution, alors qu'il y a vraiment une question à se poser. Justement, ça passe peut-être par l'éducation, et ce sera notre prochaine discussion dans les GG. On a fait grande gueule du jour. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, voilà ce qu'elle dit. Quand dans un stade de foot, on commence à entendre un chant contre une équipe adverse avec des propos homophobes en disant hey, tel joueur, c'est un gros PD, etc. Parce que c'est ça qu'on entend dans les stades de foot. Stop, on arrête le match. Alors, est-ce que c'est une bonne proposition ? Est-ce que c'est réalisable? Elle l'a dit sur RMC, on la réécoute et vous venez en discuter avec nous au 32-16. À tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules.